la discussion. Donc la parole est à vous. Je crois qu'il y a un community manager aussi qui est là. Je ne sais pas si on a des questions. Déjà, si on peut faire un petit point sur Internet ou sur Twitter. Est-ce qu'on a des questions? Un petit résumé de ce qui se passe. Bonjour. Oui, on a quelques questions, notamment Noémie qui voudrait savoir, voilà, bientôt les élections. Quelles seraient les principales actions que le gouvernement devrait mettre en place pour une gestion plus durable? Pardon, répétez s'il vous plaît, parlez bien fort. Alors, donc, Noémie nous demande, bientôt les élections, quelles seraient les principales actions que le gouvernement devrait mettre en place pour une gestion plus durable? C'est une question un peu générale. Est-ce qu'on peut partir de l'Europe pour descendre jusqu'à l'Hexagone? Allez-y, vous avez un micro. Voilà. Comme je ne vis pas en France, c'est peut-être plus facile parce que je ne pourrais pas être taxé de politisme. Alors allez-y, lâchez-vous. Voilà. Non, mais bon, je pense que déjà, ne serait-ce qu'appliquer les règles en cours, c'est quand même déjà la première chose. Et encore une fois, comme je disais, les règles en Europe sont quand même relativement bien établies. On sait quand même beaucoup de choses, à la fois que faire sur les stocks qu'on connaît bien, de plus en plus aussi que faire sur les stocks qu'on connaît moins bien. Et donc, c'est commencer par appliquer les programmes nécessaires, le contrôle, avoir le contrôle des statistiques de pêche, respecter les quotas. Et donc, finalement, il ne s'agit pas de réinventer l'eau chaude, mais finalement d'utiliser tous les outils qui sont déjà et les appliquer. Et ces outils qui viennent souvent de l'Europe. Et qui viennent de l'Europe, okay. Voilà, parce que finalement, la pêche, comme c'est des ressources partagées, on ne peut pas faire cavalier seul, et donc tout ce côté un peu, je dirais, populisme de croire je vais vous monter les quotas parce que finalement c'est bien pour les pêcheurs français, c'est pas possible parce que c'est toujours partagé. Ce qui se passe en France est conditionné sur ce qui se passe en Écosse et en Hollande, et donc les poissons bougent, les pêcheurs bougent, tout est partagé, et donc finalement on ne peut pas juste faire cavalier les seuls. Et bon, je vais appuyer sur un point sensible, et je me permets de le faire aussi parce que je suis un peu loin, mais pour moi le bar, la question du bar, c'est un très bon exemple, c'est-à-dire que le bar, on l'a pas mis dans ce système international de la collecte des données, des quotas de pêche, etc. Le bar, il y avait trop d'argent en jeu, on l'a laissé filer, mauvaise blague, et voilà où on en est. Et je pense que le bar, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais peut-être que le bar, on ne serait pas dans une situation aussi catastrophique si on l'avait mis dans le système classique européen des quotas de pêche. D'accord, juste une question peut-être rapide qu'on se pose souvent sur les quotas de pêche européens. On ne va pas y passer la soirée quand même, mais est-ce qu'ils sont appliqués? Parce qu'on dit souvent qu'on manque notamment de personnes, de contrôleurs en fait, pour voir l'état des bateaux qui rentrent au port et ce qu'ils ont exactement dans leur cale. Alors bon, après, je prends toujours la version optimiste de l'histoire. Après, je pense que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Et la situation est beaucoup plus contrôlée maintenant qu'elle était dans les années 2000, dans les années 90. On est quand même maintenant, les moyens informatiques ont changé, on met de plus en plus, on a des capteurs sur beaucoup de bateaux. Donc c'est, encore une fois, on connaît les problèmes. Je pense qu'on ferme de moins en moins les yeux dessus, ça met du temps, mais il y a beaucoup de coordination européenne pour justement éviter que certains pays contrôlent beaucoup, d'autres pays contrôlent Les pêcheurs peu. français, par exemple, sont obligés de relever systématiquement leur pêche et de transmettre leurs données quand ils rentrent. Les règles sont les mêmes, et avant c'était seulement les bateaux de plus de 15 mètres, maintenant après c'était le bateau de plus de 10 mètres, maintenant c'est tous les bateaux de plus de 8 mètres qui sont soumis à toutes ces... C'est le logbook, c'est-à-dire systématiquement ils enregistrent leur pêche. Exactement, parce que toute cette idée de croire que les petits bateaux finalement n'ont pas d'impact, c'est faux. Donc de plus en plus on dit les petits bateaux, ils pêchent aussi, et donc ils doivent aussi déclarer leur capture. Donc Didier Gasquel. Oui, moi j'ai souvenir, il y a une bonne quinzaine d'années, d'être allé avec un groupe d'étudiants sur un port et rencontrer l'administrateur des affaires maritimes, c'est-à-dire le représentant de l'État, celui qui est là pour faire normalement appliquer la loi. Et quand les étudiants lui avaient dit, mais enfin les règles européennes, est-ce qu'il faut les appliquer, monsieur l'administrateur? Et il avait répondu, ce brave homme, oh vous savez, les règles européennes, c'est un idéal qu'il faudrait atteindre, mais moi mon rôle principal est d'abord d'assurer la paix sociale sur les quais. Il fut une époque
où effectivement les règles n'étaient pas appliquées, avec un laxisme flagrant d'un certain nombre d'autorités qui étaient chargées de les appliquer. Il fut une époque où tous les ans les scientifiques faisaient des avis en disant il faudrait mettre le quota à 100 tonnes, et les politiques négociaient dans la nuit à Bruxelles et rentraient en disant j'ai obtenu une formidable victoire, le quota ne sera pas de 100 tonnes mais de 200 tonnes. Bien. Donc ça, c'est vrai, ça existait. Il faut le reconnaître. Les choses ont assez profondément changé. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Les contrôles se sont mis en place. Les sanctions sont tombées. La France a été condamnée à payer des millions d'euros pour ne pas avoir fait respecter les tailles sur le merlu. Alors aujourd'hui, moi je dis la réglementation des pêches, allez, c'est à peu près comme le permis de conduire, quoi. Non, comme le code de la route, je veux dire. Tout le monde triche un petit peu. Il y a des petits excès. Il y a des petits excès. De Puis vitesse. il y a des vrais chauffards. Ah, il y a des vrais chauffards. Il y a aussi des vrais chauffards. Et ils arrivent à Donc, échapper ceux-là, au il faut les contrôle. attraper. Ils arrivent à échapper au Mais il y a contrôle. quand même pas mal de gendarmes sur les routes. Ok. Enfin, ou plutôt sur la mer dans le cas qui nous intéresse. D'accord, ok. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, surtout, il y a des micros. Où sont les micros? Voilà, monsieur. Sur un projet. Allez-y. Oui, juste Ajoutez. pour compléter sur ce point, j'ai noté qu'un certain nombre de quotas de stock pouvaient être améliorés en peu d'années. Je constate qu'un mandat, c'est 5 ans. Donc je pense que ce qu'on attend d'un gouvernement, ce qu'un gouvernement pourrait faire, c'est un projet, en fait. Où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut construire à l'échelle de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et il y a une vraie... on avait, Utopie, répondu à une saisine de Chantal Joanneau lorsqu'elle était ministre à ce sujet, sur comment créer la consommation responsable en France. Il y avait un vrai sujet vis-à-vis des scolaires. Dans quelle mesure aussi on apporte de la pédagogie vis-à-vis des scolaires sur une consommation responsable. Donc je pense que c'est ça, c'est qu'on a besoin d'un projet, on a besoin d'un cap. Ok, très bien. Monsieur, vous avez une question? Je vous demanderai quand même de vous présenter si c'est nécessaire. Joseph Goethals, si vous représentez. Société Flunch. Ah, Alors, très bien. bravo d'abord pour toutes les interventions qui sont brillantes et qui complètent pas mal la soif de connaissances que peuvent avoir les consommateurs. Bien que je pense que aujourd'hui vous avez soulevé plus de questions qu'apporté de réponses. On va essayer de les apporter, justement. Vous avez raison sur ce point. On va essayer de les apporter. Moi, je voulais juste dire, il y a un grand absent de vos interventions, c'est le mode de conservation des produits aquatiques. Et je pense qu'il faut parler peut-être un peu du surgelé, puisqu'aujourd'hui, on met en avant, dans tous les cas, le frais. Tous azimuts. Il n'y a que le frais. On a parlé là que des poissonneries. Je pense qu'aujourd'hui, un des moyens d'améliorer la durabilité des produits de la mer, c'est aussi le mode de conservation. Il faut tordre le cou à une vieille idée qui est de dire le surgelé consomme plus d'énergie ou est plus dispendieux en bilan carbone. Ce n'est pas vrai. Le surgelé est meilleur en bilan carbone et meilleur en bilan énergétique que le frais. Et on peut dire aujourd'hui aux consommateurs, acheter des produits surgelés de préférence labellisés, c'est peut-être une garantie de mieux consommer. Merci pour votre intervention, Marie-Christine Montfort. Vous voulez apporter un complément ou répondre? Oui, un petit complément. C'est en effet un point extrêmement important, celui du mode de conservation du produit, qui est lié d'une certaine manière au mode de transport du produit. Et lorsque j'ai dit tout à l'heure que finalement un bon poisson, c'est un poisson qui nous plaît, premier critère, enfin c'est un critère important. On pourrait parler de la fraîcheur, mais la fraîcheur, ce n'est pas forcément un poisson qui sort tout juste de l'eau, mais ça peut être un poisson surgelé dans de très bonnes conditions qui sera meilleur qu'un poisson dit frais qui n'est pas si frais que ça. Donc, toujours dans le critère gustatif, un bon poisson, c'est un poisson qui a du goût, on aime cette espèce, mais ça peut très bien être un poisson surgelé et pas forcément un poisson frais. Et lié à la surgélation et au poisson frais, bien sûr, le mode de transport, puisque l'univers des produits aquatiques est un univers extrêmement international. On achète des poissons d'environ 190 pays. Donc notre fin de produits aquatiques n'est couvert que par des importations massives qui nous viennent du monde entier et par voie aérienne, par voie maritime, par la route bien sûr, avec des impacts environnementaux qui sont très différents selon le mode de transport choisi. Réaction de Didier Gascuel. Oui,
Le surgelé, c'est souvent du poisson qui est surgelé à bord, dans d'excellentes conditions. Il n'y a aucun doute sur sa fraîcheur. Et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il peut très bien avoir été pêché très loin, là-bas, au nord, sur des stocks qui se portent bien et qui, dans ce sens-là, sont pas surexploités. Donc, au plan scientifique, je ne pense pas que ce soit un critère au plan écologique, on va dire. Le surgelé ou pas surgelé n'est pas un critère voilà, pour savoir si le poisson est écologique. Par contre, derrière, il y a quand même un autre débat, qui est le débat de quel type de pêche on veut. Et ce débat-là, il me semble extrêmement important. En France, aujourd'hui, enfin, il y a des pays de l'Europe du Nord qui considèrent que la pêche, après tout, c'est un secteur industriel comme un autre, qui comme un autre est là pour fournir des aliments, qui comme un autre est là pour permettre à des gens d'être embauchés, de gagner leur vie, pour des gens de faire du profit. On est dans une logique d'entreprise normale pour la pêche comme pour les autres secteurs. Il se trouve qu'en France et dans un certain nombre de pays plutôt de l'Europe du Sud, on donne à la pêche en partie ce rôle-là, mais aussi un autre rôle, qui est un rôle quelque part plus culturel, plus patrimonial, qui est un rôle d'aménagement des territoires. On veut avoir beaucoup de petits pêcheurs sur nos côtes, parce qu'on considère que ça contribue d'une certaine harmonie, il peut y avoir des dynamiques, etc. Et cette conception-là, elle consiste à dire que, attention, si on veut cette conception-là de la pêche, alors le maintien d'un segment de pêche artisanale est très important. Pas exclusif, il existe de la pêche industrielle, c'est un peu comme le chalut, on ne va pas les faire disparaître du jour au lendemain, pas plus que vos voitures automobiles, mais il faut veiller à ce qu'il reste une pêche artisanale. Et cette pêche artisanale, elle est plutôt sur du frais. Donc effectivement, d'une certaine manière, quand le consommateur fait le choix d'acheter du frais, pas toujours, mais dans un certain nombre de cas, quand il achète du local, il soutient aussi un certain mode de pêche, c'est aussi un certain choix sur le type de pêche que nous voulons dans un pays. Un développement territorial, donc c'est un petit peu la pêche industrielle contre la pêche artisanale. Oui, alors il ne faut pas être simpliste. Il y a des stocks qui sont loin, compliqués. On n'ira pas les pêcher avec des petits bateaux de pêche artisanaux. Une grande partie de la pêche aujourd'hui vient de la pêche industrielle, donc je ne veux pas jeter l'opprobre. Par contre, ce que je dis, c'est que si on laisse faire un certain nombre de logiques économiques qui profitent quelque part aux plus puissants, il y a un vrai risque que la pêche artisanale disparaisse. Donc je ne souhaite pas la disparition de la pêche industrielle, mais je souhaite que la pêche artisanale ne disparaisse pas. Ouais. Ok, merci beaucoup pour ces précisions.